Comment on dit bonjour? Je sais plus comment je disais. En fait, quand j'étais petite et quand je faisais des vidéos YouTube, je faisais comme ça. Bonjour. Hello, comment esta? Bon dia. Oh my god. Buongiorno. Je vais mourir de gêne. Ça fait 4 ans que je me suis pas retrouvée dans un canapé et une caméra en parlant à YouTube. Hello YouTube. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je me présente, je suis Paola. Ça fait 4 ans que vous avez pas vu ma tête sur YouTube. J'espère que ça va. Je suis toute genre tremblotante à l'idée de revenir sur YouTube, tellement que ça fait longtemps, mais ça me fait trop plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. En fait, j'ai tellement de trucs à vous dire que je sais même pas par où commencer. Je me demandais comment je pouvais revenir sur YouTube sans que ce soit chiant et redondant, mais j'ai trouvé une petite idée d'archive. J'ai demandé à mes meilleurs amis, ma soeur, mon agent, de m'envoyer des photos, des souvenirs depuis que j'ai arrêté YouTube pour ensuite pouvoir vous les expliquer en caméra et retracer en fait tout ce qui s'est passé depuis que j'ai arrêté YouTube jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi j'ai arrêté, pourquoi je veux reprendre, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé chez moi. J'ai arrêté, j'avais 15 ans, aujourd'hui je vais avoir 20 ans. Évidemment que entre temps j'ai toujours été très présente sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que je pense qu'il y en a ici qui me regardent, qui me suivent sur Instagram, sur TikTok, etc. Donc me revoici, me revoilà. Je suis très contente, je suis très contente. Donc je prends mon petit iPad que j'ai volé au bureau ce matin. Et voilà, c'est parti les gars. Comment il disait Jules? Je vais commencer par une photo qui représente un peu tout ce qui s'est passé. Depuis 4 ans, je pense que ça a été le plus gros truc de mon absence. C'est le cinéma. Le cinéma c'est quelque chose d'assez conséquent dans ma vie et c'est vrai que quand j'ai arrêté YouTube il y a 4 ans, c'était pas du tout dans ma vie, dans mes plans, j'avais jamais tourné, j'avais jamais fait de cinéma, j'avais jamais fait de théâtre, j'avais jamais pris de cours, etc. Et aujourd'hui j'ai tourné 3 projets et c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps dans ma vie. Il faut savoir que de 2019 à 2021 j'étais à l'école donc j'avais pas beaucoup le temps. Donc j'ai passé mon bac en 2021 et en fait ce qui s'est passé c'est qu'en fin 2020 il y a Bilal qui m'appelle et qui me dit ouais meuf là j'ai passé un casting, il y a le Dearcast qui cherche une actrice pour un nouveau film qui s'appelle Les Ondes Dangereuses sur Netflix pour refaire le main role, au rôle principal. J'ai parlé de toi, il va t'appeler, si t'es chaud fais-le. Moi je lui dis mais Bilal pas du tout, moi j'ai jamais fait de cinéma, j'ai jamais fait de théâtre, je sais pas du tout jouer. Je sais pas si vous vous rappelez mais il y a 4 ans du coup j'avais fait une vidéo avec Antonin où je réagissais à mon passé d'actrice. Quand j'avais peut-être 8-9 ans j'avais fait une pub pour la grande récré. Elle joue bien je trouve. Ouais de ouf. Oui, tu as raison, et il faudrait qu'il y ait tape dedans, parce qu'on est toutes les trois au top. Mais à part ça, j'avais jamais travaillé dans le cinéma et en plus on est d'accord que la vidéo que j'ai fait quand j'étais petite à mes 8-9 ans c'était cata, genre mon jeu d'acteur, enfin c'est zéro, c'est vraiment cata. Et quand Bilal me dit ça, je me dis bon écoute j'ai rien à perdre, ok allons-y. Bon je suis avec un chien qui fait que me vouloir que je lui fasse des petits câlins mon amour. Je me suis dit vas-y bon je vais quand même le faire etc qui ne t'entraîne à rien. En vrai j'ai toujours rêvé d'être actrice, j'ai toujours rêvé de faire ça. Ma famille n'est pas du tout une famille d'artistes donc j'ai jamais eu la culture là de faire du cinéma par exemple, même si mon père est très cinéphile. Mais du coup ce qui s'est passé c'est que je suis allée au casting, je me rappelle j'avais séché mon cours d'anglais. Je passe mon casting, je suis arrivée, j'ai fait la scène comme je pensais qu'il fallait les faire. Je finis le casting, j'appelle ma meilleure pote, je lui dis j'ai fait n'importe quoi, j'ai dit n'importe quoi. Je savais pas ce que je faisais, évidemment j'avais pas les codes, on m'avait jamais appris. Et je l'ai vu vraiment de manière instinctive et je savais pas ce qui était bien, ce qui était moins bien. 2 semaines après, la réelle m'appelle en me disant écoute Paola, j'ai vu tes essais, ils sont cata. Mais j'ai adoré quand tu jouais pas. J'étais en mode pardon, tu peux répéter s'il te plaît? Et en gros ce qui s'est passé c'est qu'en général quand t'as un casting, des fois pas toujours, mais la caméra elle continue à tourner pendant tout ton casting. Donc quand je jouais la scène elle aimait pas, mais quand je parlais pas, quand c'était fini il fallait plus jouer et je restais normal et je parlais avec le Dearcast, là elle kiffait. Elle aimait moi, ma personnalité, mais elle aimait pas mon jeu d'acteur. Très compliqué pour être actrice ça. Mais elle m'a dit je crois en toi et je veux trop que tu sois dans mon film donc je veux te revoir. Donc je l'ai revue quelques jours après, on a fait une grosse séance de travail pendant 3 heures. Je suis allée chez elle pendant 3 semaines avant le tournage pour vraiment qu'elle me coach à avoir des émotions. J'allais courir, j'apprenais à être essoufflée aussi, de savoir respirer, ça c'est hyper important quand tu parles et quand tu joues. Aussi par rapport à ma diction parce que je parle assez vite, des fois je bafouille et je mange mes mots. Donc ça a été, bah là par exemple, donc ça a aussi été un vrai challenge pour moi. Et ensuite, 2 mois plus tard, donc début mars, je commence à tourner, j'avais 17 ans. J'ai commencé à tourner, j'avais 16 et j'ai eu 17 ans pendant le tournage. Je commence à tourner, ça a été je pense une des plus belles expériences de ma vie et l'un, si je devrais pas dire peut-être le meilleur tournage de ma vie aussi, vu que c'était le premier donc ça m'a vachement marqué. On dit demain 14 h sur la grande plage. Même pas en rêve. Pierre et moi on se marie dans 1 an. Mais pourquoi? Tu crois pas en l'amour absolu toi? Je me suis pas posé la question. C'était incroyable, j'étais à Biarritz pendant 2 mois avec 10 comédiens de à peu près mon âge. On était tous très amis, en plus c'était pendant le Covid, donc moi ça m'a vachement aidé parce que c'était l'époque en 2021 où en fait t'avais cours je crois 1 semaine sur 2, c'est un contrôle continu, donc moi ça m'a vachement sauvée et j'ai eu mon bac. Et mon père m'avait dit si t'as ton bac je te laisse faire ce que tu veux et je te laisse faire du cinéma autant que tu veux et je te laisse faire des cours et ne pas forcément faire d'études, mais si t'as pas ton bac je te coupe les vivres.
Genre c'est littéralement ce qu'il m'a dit. J'ai jamais eu forcément de lacunes à l'école, c'est juste que quand j'ai commencé l'influence et les réseaux et ce métier là, et surtout comme j'ai gagné un petit peu d'argent, je me disais est-ce que l'école ça va me servir à quelque chose? Alors qu'en fait bien évidemment que ça sert à quelque chose, moi ça m'a. L'école, même si aujourd'hui je m'en sers pas, ça m'a appris à être rigoureuse, à me réveiller le matin, à avoir un rythme, même si MDR je me réveille quand même pas très tôt le matin donc. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment appris même à sociabiliser avec les gens, à avoir des amis. Enfin mes amis actuels c'est mes amis depuis que je suis petite que j'ai rencontrés à l'école. Mais du coup j'ai eu mon bac aussi pour mes parents, pour les rendre fiers et moi pour avoir ma liberté. En fait mon bac c'est d'acheter littéralement ma liberté et de me dire aujourd'hui j'ai mon bac donc mes parents peuvent rien me dire et je peux maintenant faire ce que j'ai envie de faire parce que j'ai rendu fière la famille et qu'aussi je me suis rendue fière toute seule parce que j'avoue à un moment donné j'étais au lycée, j'étais en seconde, j'avais une mauvaise moyenne, j'avais personne dans ma classe que j'aimais bien, les profs ils étaient trop méchants avec moi, la CPE elle voulait me virer. Et ça m'a fait un coup et je me suis dit non je peux pas en fait. Alors je suis obligée d'aller jusqu'au bout. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai tout donné et je suis allée jusqu'au bout. Et donc le jour où j'ai eu mon bac, ouais j'ai triché en plus à mon bac. Le grand nom ils vont m'appeler, je vais me faire défoncer. Non mais j'ai pas triché mais c'est en contrôle continu donc forcément oui j'ai triché. Si ma prof d'espagnol elle tombe sur ça je me fais défoncer. Au bac d'espagnol je crois que j'ai eu 18 alors que je sais pas aligner deux mots. Mais c'est parce que en gros c'était un oral en espagnol et j'avais mis des AirPods et mes gros cheveux et j'avais des AirPods comme ça. Et j'avais, je dirais pas son nom mais au téléphone j'avais une fille qui parle très bien espagnol et elle me récitait et tout ce qu'elle disait je répétais et j'ai eu 18. Mais bref, en tout cas j'ai eu mon bac, j'étais très fière de moi et au bout de 2 mois de tournage, je reviens à Paris. C'est-à-dire que moi pendant 2 mois, je suis pas retournée une seule fois à Paris. Donc j'ai pas vu mes amis. Ma mère elle est venue me voir peut-être un week-end, mon père aussi. Mais j'étais loin de ma famille, j'étais loin de mon confort familial, de ma zone de confort même quotidienne. J'étais loin de Paris, ça c'est quelque chose aussi parce que j'étais à la mer à Biarritz pendant 2 mois. J'étais avec de nouvelles personnes et t'as l'impression quand t'es avec ces gens, en fait c'est comme une colonie de vacances. T'es avec des gens pendant 2 mois, autant de temps. Tu crées en fait des vrais liens d'amitié avec ces gens et surtout on a tous vécu quelque chose de vrai et de concret mais quelque chose de nouveau. En fait on a découvert ensemble quelque chose qui était le cinéma, le tournage, qui était ce tournage là et chaque tournage est très unique. Et quand je suis revenue à Paris au bout de 2 mois, je suis revenue vivre chez ma maman et ça a été assez violent parce que je me suis dit ok donc là je reviens à Paris, qu'est-ce que je fais? Donc je revois mes amis de base, sauf que c'est bizarre parce que moi pendant 2 mois j'ai coupé pour être avec d'autres personnes et en fait quand tu rentres à Paris forcément ces gens là de ta colonie de vacances ils refont leur vie et donc on s'éloigne tous un petit peu mais c'est normal. Il y en a que tu revois souvent après le tournage, après une fois tous les 2 mois, une fois tous les 6 mois, après même tu les perds de vue, tu les as que sur les réseaux, tu réponds un petit peu à leur story mais tu les vois plus trop. Ça a été un vrai coup pour moi parce que j'étais très jeune, j'étais la plus jeune du tournage et c'était dur de me dire, en fait je me disais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, est-ce que c'était des fausses amitiés ou est-ce que c'était juste une amitié de court terme ou est-ce que c'était juste l'amitié de tournage. Et en fait j'ai compris avec l'expérience que des amitiés de tournage c'est exactement comme des amitiés de vacances ou de colonies de vacances où en fait t'es très pote avec ces gens là parce que le contexte fait que et en fait quand tu rentres à Paris forcément t'as tes habitudes donc ce sont pas tes amis de tous les jours et ça reste quand même des gens sur qui je pourrais toujours compter. Je sais que demain j'ai un problème et que j'appelle Héloïse Jangeau qui a joué Charlotte dans Les Légions Dangereuses, je sais que elle demain je l'appelle, elle est là pour moi même si on se voit plus et qu'on se parle moins qu'avant mais parce qu'on a vraiment créé un vrai lien d'amitié. Enfin, j'ai beaucoup grandi par rapport à ce tournage parce que je me suis rendu compte à quel point les amitiés pouvaient diverger et voilà. Mais ça a été dur pour moi et quand je suis revenue vivre chez ma mère je me dis ok je peux pas rester ici et en fait j'avais déjà un petit peu d'argent grâce à ce tournage là, grâce à l'influence et je me suis dit ok je pense que c'est le moment de déménager. J'étais très jeune vous allez me dire mais chez ma famille c'est comme ça, ma mère elle est partie jeune de chez sa mère, ma soeur elle est partie jeune aussi, elle est partie à 18 ans. Moi j'ai vécu des choses très jeunes, très tôt, j'étais jeune en même temps j'avais un travail d'adulte, j'ai grandi très vite donc à ce moment là je me disais en fait je me sens prête à prendre mon appartement sur Paris et à vivre toute seule. C'était un petit appartement dans le 18e que j'adorais, je suis restée là pendant 8 mois, c'était génial sauf que j'ai pas capté ce que c'était de vivre seule parce que j'ai enchaîné sur les tournages. Il y a eu l'été, je suis partie en vacances et ensuite dès septembre j'ai repris un tournage. Le tournage d'une série qui s'appelle Chef Tendre qui est sortie sur France TV Slash que je vous conseille absolument de regarder parce que c'est une série qui est incroyable, qui parle de l'intersexualité. Dans le LGBTQIA+, le I c'est intersexe, moi c'est un sujet que je connaissais pas du tout. Et en fait l'intersexualité, pour vous expliquer ce que c'est une personne qui naît avec les 2 appareils génitaux, masculin et féminin et du coup il est dans aucune case sociale ni médicale. Ça je l'ai vraiment appris, c'était vraiment un sujet hyper intéressant. C'est une série qui est hyper bien tournée, hyper bien écrite, jouée par des acteurs incroyables comme Angèle Metzger qui joue l'actrice principale qui est incroyable. Je vous conseille vraiment d'aller voir cette série parce que ça nous apprend énormément sur la jeunesse d'aujourd'hui, sur ce qu'on vit et sur ce que les intersexes vivent. Faut savoir qu'il y a 1% d'intersexes dans le monde, donc il y a autant de personnes rousses que de personnes intersexes. Donc c'est quelque chose qui existe. Et dans la société, c'est des gens qui sont invisibles. Donc c'est vraiment important les séries comme ça, hyper engagées. J'ai adoré. Je sais que t'as un secret. On sent que t'as vécu un truc fort.
Attends, mais t'en as pas marre de faire des trames pour rien? Parle pas de moi, ok? C'était 2 mois de tournage avec des gens de ouf. Et ensuite, j'ai enchaîné encore sur un 3e tournage qui s'appelle Jusqu'ici tout va bien de Nawel Madani, qui est sorti en avril sur Netflix. Ça, c'était un gros sujet aussi, cette série-là. Ça a été un long tournage avec beaucoup de prod, beaucoup d'organisation, beaucoup de comédiens. C'est une série sur 8 épisodes. Du coup, c'est des séries qui sont des tournages qui sont assez conséquents, qui sont longs, qui sont filmés en région parisienne. Donc c'est différent que quand tu tournes dans le sud. Quand tu tournes en région parisienne, le soir, tu rentres chez toi. Donc l'approche du personnage de Lina, elle était différente de celui de Célène dans La Liaison, de celui de Anna dans Cher Tendre, parce que le soir, je rentrais chez moi. Donc c'était vraiment, le matin, j'allais au travail, le soir, je rentrais chez moi. Donc c'était différent en fait. C'était une nouvelle approche, une autre approche, mais hyper intéressante aussi pour moi. J'ai adoré jouer le rôle de Lina, parce que c'était un rôle que j'ai dû rechercher dans ma personne. Dans tous les cas, moi je pense que de tous les rôles que j'ai fait, et en tant qu'acteur, tous les rôles que tu fais, sont des rôles que tu vas un petit peu rechercher dans ta personnalité, dans ta personne. En tout cas moi. Lina, c'est un rôle, le rôle d'une fille de 17 ans, une adolescente qui a un mec, qui ment à sa mère pour aller en soirée. Donc Lina, ça a été moi il y a 3-4 ans. Même si on a le même âge, moi encore une fois j'ai grandi assez vite, donc Lina ça a été moi il y a 3-4 ans. Et du coup j'ai vraiment dû faire un travail de recherche dans ma personne, dans mon adolescence, dans mon enfance, de qui est Lina et comment est-ce que je vais pouvoir retranscrire le rôle de Lina chez Paola. Donc voilà, ça a été un vrai travail de composition pour moi. Et j'ai adoré faire ce tournage parce que j'ai eu beaucoup de liberté. J'ai eu plus de liberté que dans les autres tournages parce que le scénario était écrit, réécrit, réécrit. Donc plein de scènes sont improvisées, plein de scènes sont vraiment retravaillées avec mes mots. Donc ça c'était sympa. Après évidemment oui, j'ai quand même tout le temps suivi les directives des réals et toujours suivi les directives de Nawel pour cette série. Et il faut savoir que on est très vite critiqué en tant qu'acteur par rapport aux films et aux tournages qui sortent après, etc. Il faut savoir qu'on est dirigé par des réals, que les rôles sont écrits par des auteurs. Nous on choisit pas en fait. Nous on est juste des centres et on doit faire comme on nous dit de faire. Donc quand on nous dit de faire A, on fait A. Et en fait c'est ça que je veux vraiment dire dans cette vidéo aussi, quand je parle du cinéma. C'est qu'en fait, moi maintenant que je fais du cinéma et que j'ai compris ce que c'était les tournages, je me permets beaucoup moins de critiquer les acteurs et de critiquer les films. Parce que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. Donc voilà, j'ai adoré faire la série de Nawel. Et si vous voulez qu'on se fasse embarquer, continue avec votre tête constipée là. Tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on twerk? Tout est sorti un peu en crescendo. Donc au début, c'est le film Liaison qui est sorti en juillet 2022. Il y a bientôt 2 ans, ça passe hyper vite. C'est sorti, j'étais vraiment en stress. C'est un film qui est très américanisé, très léger. Quand il est sorti, je me suis fait vraiment défoncer sur les réseaux, de partout. Genre, c'est pas une actrice, elle sait pas jouer. Et donc je me sentais pas du tout légitime, parce que déjà que moi de base je suis une influenceuse, je me sentais pas du tout légitime de tourner parce que j'étais en mode, en France, t'es dans une case, t'es une influenceuse, t'es une créatrice de contenu, tu peux pas bifurquer et aller autre part. C'est littéralement impossible. J'ai très peur de ça et je me suis fait critiquer. Le film, bizarrement, il a marché beaucoup à l'étranger, genre au Brésil, en Hongrie, des pays comme ça, genre où tu te dis mais quel rapport, pourquoi ça va marcher au Brésil? Peu en France, parce que c'est pas des films qu'on consomme en France. Et toutes les critiques ont été très mal à prendre. C'était dur pour moi de voir toutes les critiques des journalistes aussi, de la presse. Ça c'était encore plus compliqué parce que c'était vraiment des professionnels du métier qui disaient ah mais Paola, nul, tu vois. Et j'ai compris aussi le pouvoir d'un montage. Le monteur il met ce qu'il veut aussi. Il met les scènes où tu peux être moins bien mais comme l'autre personne elle est mieux, il va privilégier l'autre acteur. Ou moi si je suis mieux, il va me privilégier moi que l'autre acteur. Parce qu'un tournage et une scène c'est un ping-pong avec un acteur en fait. Tu dépends beaucoup de ce qui se passe autour de toi. Même si forcément tu dois aussi avoir du talent et savoir jouer parce que sinon c'est zéro de toute façon. Mais ça dépend de beaucoup de choses. Voilà, j'étais fière de moi. Je me disais bon j'ai fait un premier rôle d'un film Netflix. C'est quand même un truc de ouf à 17 ans. Cher Tendre sortait 2 mois après qui a été encore une fois une super série, hyper bien approchée par les professionnels du métier. Ça n'a pas été une série grandement vue parce que c'est sur France TV Slash, donc la promo est différente que sur Netflix ou que sur d'autres plateformes ou que au cinéma. Mais j'étais très heureuse de faire cette série et ensuite, encore une fois, donc la série Nawel qui est sortie en avril où il y a eu des avis très divergents. C'était une série qui m'a rapporté beaucoup de visibilité et en plus ça m'a permis d'avoir ou de percevoir en tout cas plusieurs générations de personnes qui me suivent. C'est qu'aujourd'hui j'ai la chance d'avoir des jeunes de mon âge qui me suivent puisqu'on a le même centre d'intérêt, qu'on se connaît, qu'on est friends et que ça fait genre des années qu'on se connaît sur les réseaux. Mais j'ai aussi acquis une nouvelle audience et il y a des gens plus âgés qui me suivent parce qu'ils m'ont vu via la série. Et à partir de cette série, je pense qu'on m'a plus vue comme une actrice que comme juste une influenceuse qui essaye d'être actrice. Et d'ailleurs, j'espère qu'il y aura une saison 2 ou une saison 3 ou une saison 10. Ça fait du bien. Mais du coup, j'ai envie de rester comme ça et dormir. Oh my god! Ok, donc ça c'est les photos de moi de quand j'étais plus jeune et il y a beaucoup de choses à dire sur ça par rapport à ma relation avec mon corps, mon physique, mes relations amoureuses. Il y a plein de choses à dire. Let's go, c'est parti pour une petite séance encore chez les psy. Are you ready? Go! Ok, donc ces photos là, c'est Paola quand elle était petite.
Donc je sais plus trop me situer si c'était avant ou après mes tournages, mais on va dire que c'était genre un peu pendant les Liaisons Dangereuses, un petit peu avant, etc. Pendant cette période-là, donc c'était après les Liaisons Dangereuses, c'était une période particulière aussi, une era de ma vie. Après le tournage, il faut savoir que mes cheveux étaient un peu défoncés parce que malheureusement le coiffeur du tournage m'avait un petit peu défoncé les cheveux parce qu'il savait pas s'occuper des cheveux bouclés. Ça c'est un vrai problème dans la société aussi, dans les tournages, dans les shootings, chez les mannequins, chez les modèles, chez les acteurs, etc. Des acteurs noirs avec des cheveux texturés, ou même pas forcément noirs mais en tout cas les cheveux texturés. C'est vrai que c'est un gros problème dans le métier, c'est-à-dire que les coiffeurs ne savent pas s'en occuper. Et donc c'était très compliqué pour moi parce que moi on m'a vraiment défoncé les cheveux. Et puis même moi, hein, je savais pas trop comment m'en occuper à cette époque-là, donc je savais pas trop quoi dire. En même temps, je n'osais rien dire, je n'osais pas leur demander de mettre du thermoprotecteur avant d'utiliser des produits chauffants, de mettre de la crème, de mettre de l'huile, de me faire des bains d'huile. Je savais pas comment le dire ni l'amener, donc je me suis laissée me faire cramer les cheveux complètement. Donc après tout ça, j'ai dû me couper les cheveux très courts. Je me suis coupé les cheveux vraiment à là très court. Et à partir de là, j'ai aussi pris du poids. Et ce qui s'est passé, c'est pendant le festival de Cannes, j'avais porté une robe qui était pas trop à ma taille et tout, bon c'est pas grave, je l'avais pas testée avant et on s'en fout. Et sur les réseaux, les gens disaient ouah mais Paola elle a archi pris du poids, c'est ouf, on dirait qu'elle est enceinte. Et donc j'ai appris sur internet que j'avais pris du poids. En fait c'est simple, j'étais juste un enfant qui devenait femme, une adolescente qui devenait femme, et donc forcément j'ai commencé à prendre la pilule, tout ça, donc oui, j'ai grossi. Si je mangeais aussi, je mangeais à ma faim en fait. Les gens me l'ont vraiment fait comprendre sur les réseaux, mais vraiment quoi, c'était assez violent. Et en plus comme j'avais coupé mes cheveux, je pense qu'il y avait un truc avec mon visage aussi, où quand tu te coupes les cheveux, ton visage il est beaucoup plus rond, donc ça se voit plus que quand t'as les cheveux longs quoi. Et donc physiquement, ça a été un moment assez compliqué pour moi, parce que je savais plus où est-ce que j'en étais, et j'avais l'impression que les gens me voyaient que par ma beauté, entre gros guillemets. C'est-à-dire que moi quand j'ai commencé les réseaux, je faisais plein de photos au soleil, yeux verts, cheveux bouclés, maillot de bain, skinny, machin. Et à un moment de ma vie, je me suis dit en fait c'est pas ce que je veux représenter et c'est pas ce que je veux être, et j'aspire plus à être cette meuf là. C'est-à-dire à être la fille qui donne les complexes aux gens. En fait c'est comme ça que je me voyais, et à un moment donné ça m'a fait un électrochoc où je me suis dit non mais je veux pas être elle, parce que moi aussi j'ai des complexes. Et donc quand je me suis coupé les cheveux, ça a été vraiment une era de ma vie où j'étais en mode vas-y, je voulais que mon image elle change, et je voulais avoir plus de poids dans l'influence, et je voulais faire plus de trucs cool que je préférais. Donc j'ai commencé à choisir vraiment les marques avec lesquelles je voulais travailler. J'ai commencé à faire des shoots édito, j'ai commencé à choisir un petit peu des tenues plus extravagantes, plus colorées. J'ai trouvé mon style, mon identité. J'ai arrêté la fast fashion. J'ai commencé à comprendre qui j'étais dans mon style vestimentaire. J'ai commencé à travailler avec des marques qui faisaient les fashion week, donc j'ai commencé à faire la fashion week. Donc j'ai vraiment commencé à avoir un côté mode beaucoup plus pointu. Je me suis beaucoup intéressée aux maisons de luxe, un truc que je faisais pas du tout avant. C'est-à-dire que je connaissais pas du tout qui était le DA de machin, de Louis Vuitton, de Dior et tout, j'en avais rien à foutre. Et donc mon contenu était que par rapport à ça, beaucoup mode, beaucoup fashion week, beaucoup shoot. Donc j'étais plus cette Paola Badis d'Instagram 2019, mais j'étais devenue cette femme-là qui kiffait la mode, qui kiffait essayer des choses. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait il y a plein de gens qui se sont désintéressés de mon profil, parce que c'était des gens qui voulaient que voir ce côté là de moi, donc la fille belle de 15 ans qui est en maillot de bain à la plage avec les yeux verts, archi retouchés, parce que oui, il faut savoir que j'avais un problème quand j'étais petite aussi. On était tous matrixés par Facetune, par les machins, des retouches, des remodelages, des on se met maigre, ou on se rajoute des cuisses, on s'affine les hanches. Il y avait le truc Kim Kardashian, il fallait avoir la taille toute fine, les hanches bien comme il faut, poitrine mais pas trop non plus, le visage, les yeux tirés comme ça. Donc Facetune c'était vraiment genre un dessin que je faisais. Et en fait je suis pas cette personne là, et je la regrette pas parce que c'était une période de ma vie où aussi j'avais, je pense, le besoin d'avoir confiance en moi, de me trouver jolie sur les photos. J'avais ce besoin de me sentir femme, de me dire ok genre j'ai un beau corps, et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais plus cette meuf là. Donc tout a commencé par rapport à mes cheveux parce que vraiment je me suis dit il faut que je change ma DA et tout. Donc c'était vraiment ma transition de mes 17, 18, 19 ans. Donc c'était vraiment une période importante en tant que femme et en tant que personne et adolescente, parce que c'est vraiment la période de enfant à adulte. C'est une période qui est très compliquée, où t'apprends à te connaître, où tu sais pas trop qui tu es encore, où t'as tes amis, tes relations amoureuses, tes premières relations amoureuses. Et moi j'ai eu une première relation amoureuse. Donc j'ai connu ce garçon, j'étais très jeune, j'avais 13-14 ans. Il était un peu plus âgé que moi, peut-être 2-3 ans de plus. Et ça a été ma plus longue relation, ça a été ma première relation. Et ça a été une relation hyper compliqué, hyper toxique. Il y avait des tromperies tout le temps. Il me trompait matin, midi, soir, goûter, heure, nuit, tout le temps. C'était très compliqué quand j'y repense, parce que j'étais jeune, que j'avais l'impression que j'avais que lui dans ma vie, que sans lui je pouvais pas survivre. Et donc je suis restée pas mal de temps avec lui, et j'étais vraiment bloquée dans cette relation là où j'étais tout le temps mal, tout le temps triste, où toutes mes énergies allaient vers cette personne là. Donc c'est à ce moment là que j'ai eu aussi une addiction au téléphone, et vraiment ça c'est réel, j'ai vraiment une vraie addiction au téléphone. C'est à dire que j'avais mon téléphone tout le temps, je passais genre 12 heures par jour sur mon téléphone, parce qu'il fallait que je lui parle tout le temps, fallait que je l'appelle tout le temps, fallait que je lui écrive tout le temps. On s'embrouillait tous les jours, donc on s'envoyait des pavés comme ça, fallait que je lui écrive tout le temps.
Et donc du coup je me rendais compte aussi que j'avais pas le moment présent. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que je vivais pas le moment présent, que en fait dans la vie ce qui se passait je le voyais pas parce que tout passait par mon téléphone, j'arrivais plus à voir ce qui se passait autour de moi, j'arrivais plus à profiter de ma mère, de mes proches, de mes amis, parce qu'il y avait que ce mec qui comptait dans ma tête, dans ma vie. C'était vraiment un cercle vicieux de ouf, et donc c'était vraiment un vrai mal-être. Et ça j'en parlerai plus en profondeur je pense dans des trucs un peu spéciaux où je parlerai d'amour et tout, parce que c'est très long. Je pourrais vraiment écrire 4 livres sur les histoires d'amour, mais voilà, donc c'était une relation hyper compliquée qui m'a beaucoup appris, hein. Je crache pas non plus dessus, mais heureusement que je suis vraiment sortie de ça pour de vrai et que c'est terminé. Et c'est aussi pour ça que sur les réseaux je me suis vachement éloignée, j'ai l'impression, de ma communauté à un moment donné, où je parlais plus du tout avec les gens, où il y a un problème de proximité, où c'était juste des photos figées que je postais, et j'étais contente hein, parce que ça restait quand même du taf, mais j'avais plus cette proximité avec les gens, alors que moi j'ai vraiment commencé YouTube pour ça, pour être proche des gens, pour discuter, pour avoir des débats, et c'est ça en fait. Et c'est à ce moment là que je me suis dit j'aspire mieux que juste des photos figées et juste des captions d'Insta en disant tu m'avais promis, tu m'as menti. Toutes mes photos Instagram c'était par rapport à ce mec. Cette relation s'est arrêtée, il y a eu des complications. Je venais d'habiter seule, donc je me sentais très seule aussi. Chez moi c'est dur hein, quand t'es dans un appartement avec ta soeur et ta mère et que d'un coup du jour au lendemain il n'y a plus personne, tu te retrouves seule chez toi, c'est hyper dur. Donc du coup j'ai pris un petit chat que j'aime trop qui s'appelle le chat, il a pas de prénom le pauvre. Et je me sens hyper bien avec lui parce que j'ai l'impression qu'il y a une présence, donc ça me fait du bien, mais vraiment il y avait un truc où je me sentais hyper seule et j'étais triste. Donc du coup j'ai commencé à beaucoup sortir et j'avais la FOMO. La FOMO c'est la Fear of Missing Out. Et la FOMO en gros c'est la peur de rater quelque chose dehors. Et j'avais la FOMO, mais la vraie FOMO. C'est-à-dire que quand je ratais une soirée, que je ratais un anniversaire, que je ratais un voyage, que je ratais un café, que je ratais une sortie pour promener le chien, que je ratais un appel, etc. J'avais la FOMO et ça me mettait vraiment mal. C'est-à-dire que pendant des jours et des jours j'étais mal, j'ai appelé mes copines, j'ai raté l'anniversaire de un tel, tu crois que c'est grave? Merde putain. Ou quand j'allais en soirée, le lendemain j'appelais mes copines en mode et j'ai fait quoi cette soirée? Est-ce que j'ai dansé? Est-ce que j'ai profité? Ou est-ce que j'étais sur mon téléphone? Ou est-ce que je profitais? Et je me suis dit il faut vraiment que je me rééquilibre, ça va plus du tout. Et c'est aussi le cinéma qui m'a vachement rééquilibré parce qu'encore une fois c'est des tournages conséquents de 2 mois où t'as un rythme, tu dois te réveiller à 8h, tu dois faire ton taf, tu finis à 18h, tu dois faire ton taf. Et donc là je me suis dit ok, faut que je me rééquilibre et je peux plus faire mon taf et j'arrive plus à travailler correctement et j'arrive plus à faire mes contrats et j'arrive plus à me réveiller le matin et je procrastine. J'avais plein de projets, je voulais créer ma marque de cheveux, je voulais créer ma marque de gloss, je voulais reprendre YouTube maintes et maintes fois, je voulais faire plein de choses et en fait j'arrivais plus parce que j'étais pas stable. Et à un moment donné je me suis bougé le cul, je me suis dit ok non, qu'est-ce qui te fait vivre, qu'est-ce qui te fait sentir utile, qu'est-ce qui te rend fier de toi? C'est l'engagement. Et donc j'ai commencé à m'engager. Et ça je me rappelle c'était pendant la manifestation de George Floyd, quand ce qui s'est passé aux États-Unis, quand George Floyd s'est fait tuer aux États-Unis par un policier parce qu'il est noir. Et je me suis dit ok je veux me battre contre ça aussi en fait, contre le racisme, la discrimination. Et donc j'ai commencé à m'engager de ouf. Chez Aïda, comme vous savez j'étais déjà marraine mais j'ai commencé à faire encore plus d'actions. Donc aller à l'hôpital, voir des jeunes qui ont le cancer pour les soutenir, sensibiliser les gens autour de moi, sensibiliser aussi mes abonnés pour devenir bénévole dans toute la France avec Aïda. J'ai commencé à m'engager aussi avec l'UNICEF pour les enfants du monde. J'ai travaillé aussi sur les kits d'urgence dans les pays pas développés où il y a des crises humanitaires, des crises naturelles, la guerre, etc. où j'ai vraiment commencé à m'engager. J'ai commencé aussi à beaucoup me cultiver, à lire des livres, à lire des articles, à savoir ce qui se passe autour de soi parce que moi je suis quelqu'un, dans mon métier il est déconnecté de... Oh merde. Oh putain, attends. J'ai commencé à beaucoup travailler avec l'UNICEF et je me suis rendu compte à quel point l'engagement c'était quelque chose d'important pour moi et que l'influence servait aussi à ça. Utiliser sa voix à bon escient, c'est hyper important. Et je me suis rendu compte à quel point cette génération était très engagée. Et c'est vrai qu'on est très critiqués, nous, notre génération, par les autres générations. En mode on n'est pas engagé, on est ingrat, on pense qu'à nos téléphones, on s'en fout des autres, etc. Alors qu'en fait je me rends compte à quel point on est hyper engagé. Et même ce qu'on voit, ce qui s'est passé, la guerre en Palestine, etc. On voit sur les réseaux à quel point les gens sont engagés, les gens en parlent, les gens dénoncent des génocides, que ce soit celui du Congo ou ailleurs. Et je trouve ça incroyable en fait que on se mobilise tous. Moi quand je fais des manifestations récemment, j'en ai fait plusieurs, tellement de jeunes qui sont là, on est grave ensemble et ça fait trop plaisir. Et c'est pour ça que je veux vraiment m'engager encore plus sur des sujets qui me tiennent à cœur et je vous invite vraiment à le faire parce que ça change des vies et ça change la vôtre aussi. J'ai commencé aussi à travailler avec Origine Média, qui est un média incroyable que j'ai connu il y a 2-3 ans avec Newin, grosse dédicace à elle.
Et j'ai pu interviewer Julia Wallach qui est une survivante de la Shoah. Ça a été aussi un grand impact dans ma vie, dans ma carrière, mais aussi dans ma vie personnelle. Il y a beaucoup de gens qui m'ont connue grâce à cette interview. Je me suis rendu compte aussi à quel point le devoir de mémoire c'était important. C'est pour ça que récemment j'ai interviewé aussi d'autres personnes avec des histoires comme un réfugié irakien, un migrant syrien. Là je vais interviewer quelqu'un qui a survécu au génocide rwandais. Donc ça c'est des trucs qui m'intéressent énormément et je suis en train de créer un gros projet aussi par rapport à ça, par rapport à l'engagement. Parce que je me suis rendu compte à quel point l'engagement c'était la chose d'une vie. On est toujours engagé pour n'importe quoi dans une journée, dans une vie, dans ta vie en fait. Le matin tu t'engages à aller au travail, tu t'engages à appeler ta mère quand elle a besoin, tu t'engages à arriver à l'heure à ton travail ou à un dîner pour tes potes, tu t'engages pour les autres, pour toi-même en fait tout le temps. Donc j'ai fait une grosse rétrospection par rapport à ce mot et à ce que ça voulait dire et à le contextualiser aussi beaucoup. Et un truc que j'ai fait aussi, je suis allée au Togo, j'ai fait un voyage solidaire. En fait je sais pas si c'est vraiment un voyage solidaire, en tout cas moi j'y suis allée pour rencontrer la population togolaise. Moi je suis africaine, je suis capverdienne. C'est vrai que depuis que je suis petite j'ai toujours eu l'envie et j'ai toujours été, enfin ma mère m'a toujours éduquée comme ça. J'ai toujours voulu découvrir toute l'Afrique. J'ai pas fait beaucoup de pays d'Afrique, j'ai fait le Cap-Vert vu que je suis originaire de là-bas. J'ai fait le Sénégal que j'ai adoré. J'ai fait, après j'ai fait le Maghreb, genre le Maroc, la Tunisie. J'ai pas fait vraiment l'Afrique subsaharienne, tout ça. Et j'ai vraiment envie de le faire. Donc du coup l'année dernière je suis allée au Togo. Je suis partie avec une association pour être structurée parce que je connais personne au Togo, j'ai pas d'amis togolais, tout ça. Donc je voulais vraiment être structurée et d'aller dans les endroits où je voulais aller. Donc je voulais aller par exemple dans des petits villages écartés de Lomé, de la capitale. Et donc je suis allée à la rencontre d'habitants au Togo et c'était génial. Donc c'était pas un voyage humanitaire, faut savoir qu'un voyage humanitaire c'est quand tu viens en aide à des pays dans le besoin, mais genre urgent, c'est-à-dire par exemple des catastrophes naturelles, des guerres, il faut vraiment être formé pour le faire. C'est pas moi à 18 ans, 50 kilos qui va aller retaper des maternités ou aller sauver des enfants qui sont entre la vie et la mort, voilà. Mais pour dire, je suis allée au Togo pour rencontrer la population et apporter ce que je pouvais apporter, c'est-à-dire peut-être mon savoir quelquefois ou des objets, des matériaux qu'ils avaient besoin, comme par exemple des préservatifs. C'est vrai qu'en Afrique on n'y pense pas, mais il n'y a pas vraiment de moyens de contraception, en tout cas dans certains pays d'Afrique, et du coup c'est important pour les familles, pour les femmes, etc. d'avoir ce genre de contraception là. Et donc on en a ramené plein, on a ramené plein de choses que les enfants voulaient, tout ça, et je suis restée 3 semaines là-bas, c'était incroyable. C'était aussi pour moi l'occasion de lâcher mon téléphone et de me reconnecter à la vie réelle et de me reconnecter aux gens et à ce qui m'entourait. Mais c'était incroyable, j'ai pu avoir des discussions de ouf avec des gens qui sont hyper différents de moi parce qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas la même éducation, on n'a pas la même zone de confort, on vit pas dans les mêmes endroits, donc ça a été incroyable parce que j'ai pu me connecter avec des gens qui sont à l'opposé de moi et de ma vie. Moi, je me suis rendu compte de plein de choses, même dans mes amitiés, dans ma vie, dans qui je voulais être, qui je voulais renvoyer, par quelle personne je voulais renvoyer aux autres. Je pourrais vous en reparler si vous voulez plus en profondeur de ce voyage que j'ai fait, mais en tout cas je vous le conseille. Faut pas arriver avec ce white savior en mode j'arrive pour sauver les gens, je suis un héros, je vais sauver tous les petits noirs d'Afrique, parce que c'est pas du tout le cas. En fait c'est eux qui t'accueillent chez eux et c'est eux qui t'ouvrent la porte de chez eux et qui t'apprennent plein de choses. Et après évidemment si t'as des choses à donner, à faire là-bas, faut le faire quoi. Moi je suis partie, je parraine des enfants, donc ça c'est trop bien, ça leur permet d'avoir accès à l'éducation, à la santé, tout ça, donc ça c'est génial. Je me permettrai jamais de dire que j'ai sauvé ces enfants là par exemple parce que ce n'est pas du tout le cas et que ça m'a aussi vachement aidé. Évidemment on n'aide pas pour être aidé en retour, on aide pour aider, mais quand je suis revenue j'étais vraiment une nouvelle personne, j'étais en mode ok là je crois que je suis bien, je crois que je suis pas stressée. Et en plus au Togo il y a un truc où, et en Afrique en général, peut-être dans les pays qui ne sont pas occidentaux, c'est qu'il y a un truc avec le temps, c'est-à-dire qu'ils ont le temps, ils avaient une phrase, c'est nous on n'a pas l'heure, on a le temps. Et j'ai envie de me le tatouer limite, mais bon c'est pas très beau si je me le tatoue, je vais le garder dans ma tête. Mais c'est un truc où genre à Paris on est hyper sur les horaires, on est rythmé, alors qu'en Afrique ils ont le temps en fait. Ils ont évidemment une routine etc, mais c'est chill en fait, il n'y a pas de stress. Moi au Cap-Vert dans mon pays, la phrase culte du Cap-Vert c'est genre no stress, et c'est réel, genre no stress frère, détente en fait. On sauve pas des vies, détente. Et là-bas c'est grave comme ça et du coup ça m'a grave permis aussi de me canaliser, de me dire en fait ok, mon métier c'est trop cool, c'est ma passion, je vis ma vie etc, c'est génial, j'ai de la chance, mais je ne sauve pas des vies, j'ai pas inventé un traitement contre le cancer, donc calme-toi tu vois. Ça rien de pleurer parce que ta tenue elle est trop grande en Fashion Week, enfin ça m'a permis vraiment de me remettre les idées en place de oh meuf réveille-toi. Et encore une fois ça m'a vraiment appris aussi le truc de vivre le moment présent. Et donc voilà, encore une fois c'était vraiment une période de ma vie où j'ai essayé, ça a pris du temps, mais de me retrouver et aussi de gérer mes émotions. Ça c'est un vrai truc aussi dans ma personnalité, c'est que j'arrive pas à gérer mes émotions, je suis quelqu'un de très impulsive et je suis quelqu'un de assez lunatique aussi, je vais dans les extrêmes. Quand je suis pas bien c'est la fin du monde, quand je suis bien je peux hurler de joie, faire des câlins à tout le monde, enfin vraiment je vais dans les extrêmes. Et ça c'est un truc que j'ai un petit peu aussi réussi à canaliser parce que comme mon métier c'est quelque chose de professionnel mais en même temps ça se mélange beaucoup dans le personnel puisque ça va ensemble, les influences tout ça c'est ma vie quotidienne en fait, mon travail c'est moi et donc il fallait vraiment que j'arrive à, et je suis encore dans
dans cette lancée, dans ce chemin et dans ce travail de pouvoir gérer mes émotions. Et c'est pour ça aussi que je me suis beaucoup penchée aussi vers des professionnels de la santé comme des psychologues, des coachs de vie, j'en ai vu plusieurs pour me canaliser parce que c'était un peu compliqué des fois à vivre et voilà. Et l'année 2023, il y a eu l'année 2022-2023, ça a été une année hyper tourmentée pour moi. J'ai perdu 2 personnes chères à mes yeux. Ça a été très dur et je vis encore ces deuils-là tous les jours et c'est toujours hyper dur pour moi et la vie est différente. J'ai quitté mon ancien copain, je me suis mise avec un autre garçon avec qui je suis encore actuellement. Je me suis rendu compte de plein de choses. Déjà, je me suis rendu compte que j'étais une adulte et que j'étais face à des problèmes d'adulte et qu'il fallait les gérer comme une adulte. Et que bah maintenant, moi aussi, je dois m'occuper de mes parents. Genre, devant, si ma mère elle est pas bien, je vais m'occuper d'elle. Alors que quand j'étais plus petite, quand ma mère elle est pas bien, elle me le disait pas parce qu'elle voulait me protéger. Mais aujourd'hui, je suis une adulte et donc les moments ils sont différents. Ils sont pas moins bien, pas meilleurs, mais ils sont juste différents. Et c'est vraiment ce que j'ai appris l'année dernière. Et c'est pour ça que j'ai pas fait grand chose, enfin j'ai beaucoup travaillé dans ma fashion week et tout machin, j'ai fait aussi beaucoup de stages de cinéma. Et quand j'ai vécu tous ces drames l'année dernière, je me suis dit ok, en fait t'as une route et c'est tout droit, tu dois pas aller à gauche, pas aller à droite. Donc j'ai commencé à vraiment me rééquilibrer, à beaucoup m'en sortir, à me stabiliser, à savoir qui j'étais, même si c'est encore dans ma construction et c'est pour tout le monde et ça vaut aussi pour vous. La confiance en soi et la construction en tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'être humain en général, ça prend du temps et c'est pour la vie, c'est un cheminement, c'est un combat d'une vie. Et ça arrivera pas demain. Moi j'ai 20 ans, je sais que j'ai encore plein de choses à faire, mais pour le moment, aujourd'hui je suis à mon endroit, ou j'essaie en tout cas d'être à mon endroit. Demain ce sera pas le même endroit, mais j'essaierai de l'acquérir. C'est vraiment un chemin. Et j'ai appris ça et c'est pour ça que cette année je suis en mode ok meuf, go, arrête de poser 1000 questions, de procrastiner, ou en tout cas d'être des fois trop perfectionniste. Genre je fais une vidéo YouTube, elle est bien la vidéo, et je vais quand même me dire non en fait flemme, en fait je suis pas bonne pour YouTube, en fait il y a mieux que moi, machin, en fait flemme. Pour un film je fais un casting, en fait je me dégonfle, j'arrive au casting, en fait je suis nulle, j'aurai pas le rôle donc je le fais pas. En fait non, dans la vie il faut manifester aussi, il faut faire, il faut y aller parce qu'il y a personne qui le fera à ta place. Il faut un temps à tout évidemment, hein. Il faut prendre du temps et il faut se poser les bonnes questions et arrêter quand il faut arrêter, faut jamais se forcer. Mais en tout cas il faut pas se poser trop de questions et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là. Et donc là c'est 2024 et j'espère que ça va être trop bien. Il y a plein de choses qui m'inspirent, que j'aimerais faire, plein de projets. Il y a aussi le cinéma, j'ai des projets cinéma qui arrivent pas cette année mais je vais aussi tourner cette année. Je sais pas quand est-ce que je ferai YouTube, genre 1 fois par mois, 2 fois par mois, tous les 4 matins, je ne sais pas, on verra, mais en tout cas jamais de la vie j'aurai des absences aussi longues que ce que j'ai eu. Mais j'ai envie d'être chill, détente, pas me foutre la pression. Si j'ai pas d'idée, j'ai pas d'idée et c'est ok. Je veux qu'on soit alignés, je veux qu'on se parle, je veux que ce soit fluide, je vais être présente pour vous. Et voilà quoi, ça va trop le faire et je suis trop contente. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai beaucoup parlé, je sais, je suis une grosse pipelette, c'est un enfer. Mais voilà, en tout cas je suis trop contente, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura plu, que vous auriez pu comprendre des choses de ma personnalité, de moi, de tout ce que j'ai pu faire pendant autant de temps. Ça n'a pas toujours été tout beau, tout rose, mais là on est requinqué pour la suite. Et ça part, on va tout défoncer ensemble et je vous aime fort et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.